dire bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire d'Europa Nova. Donc, je suis honorée de pouvoir introduire les industries culturelles et créatives en Europe en temps du coronavirus. Donc, je vous laisse vous présenter Marion. D'accord. Je rallume mon micro. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de participer à ce débat. Donc, je suis Marion Schly, je suis directrice financière, juridique et des moyens du Musée du Louvre depuis 4 ans. Et par ailleurs, j'ai une expérience de plusieurs années dans les politiques publiques et les politiques culturelles en particulier. Parfait. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer, Marion. Donc, effectivement, après 8 ans d'expérience dans le secteur des finances et politiques publiques, vous avez conseillé les responsables du gouvernement et actuellement, vous êtes donc au musée du Louvre, responsable au sein de la direction des équipes en charge des finances, des réformes structurelles que vous assurez aujourd'hui. Donc, vous êtes passionnée par l'innovation et la création et vous êtes aussi conseillère, vous étiez aussi conseillère au ministère de la Culture et de la Communication. Oui, tout à fait. J'ai été conseillère de Fleur Pellerin quand elle était ministre de la Culture. Et je vous présente notre deuxième intervenant aujourd'hui. Donc, bonjour Joachim. Bonsoir, enchanté de vous rencontrer par cette voie numérique, pour ainsi dire. Donc, Joachim, vous étiez vous êtes toujours universitaire, vous avez 30 années d'expérience dans les secteurs culturels en tant que directeur d'institutions différentes au sein de la maison Heinrich Heine, la Fondation de l'Allemagne, le Goethe-Institut, le DAD. Donc, vous étiez aussi président au Forum des instituts culturels étrangers à Paris et auteur de nombreux livres sur les rapports culturels franco-allemands et européens. Et actuellement, donc, directeur du Goethe-Institut Roumanie. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Merci. Donc, troisièmement, aujourd'hui, David Fajol, donc aussi membre d'Europa Nova. Et je vous dis bonjour, David. Bonjour à tous. Donc, vous êtes fondateur du Manufacturing Curiosity C-Factor, une ONG à Paris qui soutient des projets des entrepreneurs européens par des programmes, des labs spécifiques. Donc, aussi sous-directeur général de l'UNESCO. Vous avez... Non, jamais. Non, toujours pas. Non. Et vous avez également travaillé pour plusieurs institutions d'action culturelle extérieure en Amérique latine, en Europe et en Afrique. Et au sein du cabinet de la ministre déléguée aux Affaires européennes et au sein de plusieurs laboratoires d'idées dans l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment ravie d'introduire ce webinaire. Donc, je présente rapidement Europa Nova, qui est donc un think tank basé à Paris, qui œuvre pour plus de communication entre l'Union européenne et les citoyens. On s'engage donc aussi pour une stratégie digitale innovante, donc surtout pendant la crise du corona et le confinement, on essaye d'être innovant et de faire rencontrer des experts avec la société civile. Aujourd'hui, je pose des questions. Donc, quand notre culture est en crise, et on pourrait dire par exemple en allemand Coronare Kultur ou la culture coronaire, comment garantir les valeurs européennes aujourd'hui en temps de crise sanitaire? Est-ce que la culture est négligée? On se demande la question aussi si on va vers un nouveau monde virtuel de streaming, de participation digitale, de gratuité aussi, d'une accessibilité culturelle pour toutes et pour tous, une nouvelle démocratisation, plus d'informations culturelles en ligne, plus de programmes de spectacles, plus de plans futurs pour la reconstruction de la culture européenne. Par contre, il ne faut pas se tromper de bataille aujourd'hui. Et vers quelle crise on pointe aujourd'hui? Vers quoi? Aujourd'hui, par exemple, le président de la République a annoncé son plan pour la culture, un état d'urgence
Donc, est-ce que c'est un État européen? Est-ce que c'est un état d'urgence européen? Donc, la première question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est la question de l'innovation technologique. Donc, la culture qui va vers une nouvelle forme de la culture, qui va vers un nouveau monde virtuel, immersif. Donc, ce n'est pas une question économique que j'aimerais vous poser aujourd'hui, mais c'est une question qui touche le secteur culturel qui est en changement. C'est-à-dire, c'est un réflexe institutionnel d'un côté qui essaye de s'adapter à cette nouvelle forme culturelle et aussi à une réalité européenne. Si on regarde par exemple le succès de Netflix aujourd'hui, Netflix qui a une valeur boursière aujourd'hui aussi importante et plus importante qu'ExxonMobil, qui est le géant américain du pétrole, on se demande vers quel changement de la culture européenne va-t-on? Comment pourrait-on qualifier l'industrie et ressentir ce changement qui est derrière la culture européenne? Donc, ma première question, j'aimerais bien la poser à Marion. Comment elle ressent et comment elle voit ce changement vers le virtuel, l'immersif? Qu'est-ce que ça implique? Et comment voit-elle ce changement, ce shift du non présentiel aujourd'hui? Alors c'est vrai que vous avez dit pas mal de choses. Déjà, c'est vrai que depuis la période du confinement, on voit qu'on a des formes plus ou moins nouvelles de transmission de la culture qui se manifestent et qui se sont développées. Alors je peux parler un petit peu de ce qu'on fait au Louvre. C'est vrai qu'on met en ligne un certain nombre de contenus qui autrefois n'étaient pas visibles du public, donc à la fois pour organiser des visites virtuelles, donc il y a plusieurs visites virtuelles qui sont disponibles sur notre site. On propose aussi des contenus un peu alternatifs. On a mis en ligne un certain nombre de choses avec des youtubeurs, par exemple, qui parlent des artistes du Louvre, des contenus aussi pour les enfants. On voit que c'est des choses qui intéressent le public parce que juste pour prendre l'exemple les abonnés de notre compte Instagram, on a vraiment très fortement augmenté le nombre d'abonnés récemment. On a passé la barre des 4 millions d'abonnés. Donc on voit qu'il y a vraiment une envie du public de garder cette proximité via des contenus numériques. Alors, on peut citer aussi ce qui s'est fait, il n'y a pas que le Louvre, hein, ce qui s'est fait dans d'autres institutions culturelles. On voit que, par exemple, dans le domaine du théâtre ou de la musique, on a vu la mise en ligne, alors à la fois de spectacles, des captations de spectacles un peu classiques, mais aussi des formats un peu particuliers, un petit peu plus originaux. Bon, je ne peux pas tous les citer, mais je voulais citer par exemple, j'ai en tête ce que fait par exemple la Comédie Française, où ils ont un programme tous les jours de 16h jusqu'à la fin de la journée, où on voit aussi les acteurs dans des contextes un peu moins institutionnels, où ils sont chez eux, ils racontent des histoires. Donc, je trouve que il y a une innovation dans le support, on va dire, qui est numérique, donc avec quelque chose qui est plus distancié par rapport à l'expérience qu'on a un petit peu plus concrète, un petit peu plus charnelle de la culture. Mais il y a aussi une innovation, je pense, dans la forme où on peut retrouver peut-être une certaine proximité qu'on n'avait pas. Donc avec des comédiens, au Louvre, il y a aussi des conservateurs qui parlent de leur collection, que les visiteurs n'ont pas forcément toujours l'occasion de croiser quand ils visitent les salles. Donc je trouve que tout ce foisonnement d'innovation est très intéressant. En même temps, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on va évoluer d'une expérience un petit peu plus physique vers une expérience un petit peu plus dématérialisée. Moi, j'ai la conviction que cette expérience plus dématérialisée, elle reflète aussi l'envie du public de garder le contact avec des lieux, avec des institutions qui leur parlent, avec des théâtres, et que ça ne peut être qu'une expérience complémentaire. Ça ne pourra pas se substituer à une expérience plus physique. Alors après, c'est vrai que la crise actuelle, bon, c'est très fort aujourd'hui puisqu'on est vraiment en période de confinement, donc tout ça ne va pas durer éternellement, mais on sait qu'on a devant nous une période un petit peu compliquée où on ne pourra pas reprendre exactement les pratiques culturelles qu'on avait jusqu'à présent.
Et donc, ça va nous obliger aussi à utiliser un petit peu ces formes nouvelles qu'on a développées pendant la période du confinement pour les mixer avec d'autres manières de travailler. Donc, par exemple, nous, tout ce qu'on fait au Louvre sur l'éducation artistique et culturelle, on a des actions qui sont assez larges. Par exemple, on va beaucoup dans les hôpitaux, dans les prisons. Donc, c'est vrai que c'est des choses aujourd'hui. On avait un modèle, entre guillemets, où on avait voilà, des personnes qui se déplaçaient, qui allaient parler à des groupes d'enfants, à des personnes dans des EHPAD, etc. On sait que cette manière-là de faire de ce qu'on appelle de l'éducation artistique et culturelle, on ne pourra pas le faire de la même manière. Donc, ça va nous obliger, nous aussi, à réfléchir à une autre manière de travailler, peut-être, je ne sais pas, dans les EHPAD, travailler plus à distance avec des correspondants, des soignants qui seront à l'intérieur de l'établissement et donc de les associer différemment. Donc, moi, je trouve que ça a quand même il y a quand même des aspects positifs, ça va nous obliger, et moi, je trouve que c'est un peu l'ADN de la culture, d'être créatif et de trouver d'autres manières de toucher nos publics. Mm. Tout à fait, c'est vraiment un moment pour nous tous de repenser les modèles traditionnels en quelque sorte, ou classiques si on veut bien, de la culture et comment on peut mettre en œuvre un autre plan innovant effectivement dans ce changement et ce shift. David, j'aimerais bien vous demander comment vous voyez la prolifération de l'offre culturelle, parce qu'on a beaucoup d'offres en ce moment qui circulent et qui circulent pour beaucoup de publics différents, c'est-à-dire cette diffusion extraordinaire des scènes de spectacles vivants, d'offres culturelles. Pourquoi cette nouvelle solidarité extraordinaire? Est-ce qu'on ne noie peut-être pas aussi les gens par cette nouvelle offre omniprésente et peut-être elle se dirige toujours vers un même public qui est déjà sensibilisé? Oui, merci Amélie. Juste pour revenir sur la problématique d'ensemble, je pense que ça vaut peut-être la peine de rappeler d'un point de vue économique qu'il s'agit d'une catastrophe temporaire, mais néanmoins d'une catastrophe. Le patronat CGT Spectacle parlait de secteur sinistré. Pour parler de l'exemple français, le président de la République a donc fait une intervention également aujourd'hui pour dessiner les contours de mesures de soutien qui seront prises pour l'ensemble des secteurs fragilisés qu'on appelle culture, mais aussi pour soutenir l'emploi, parce que c'est un vrai problème. Je pense que ça vaut la peine peut-être de revenir un petit peu là-dessus pour notre public, parce que peut-être rappeler une chose, c'est que c'est un impact long. Ça fait partie des secteurs où la reprise sera plus longue que prévu. C'est une dimension qui est partagée avec le secteur du tourisme également. Puisque la coprésence est essentielle à des domaines comme le patrimoine d'une part et le spectacle vivant de l'autre, pour mettre de côté pour l'instant les industries culturelles, bien que les salles du cinéma soient aussi concernées. Donc ça, c'est un facteur totalement nouveau. C'est vrai que tout à coup, les orchestres avec des gants et des masques, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui circule justement d'un orchestre tchèque tentant de mettre en place toute la technicité de gestes barrières dans une pratique professionnelle. Ce n'est pas évident en soi. Quelle sera la fonction de l'atout dans les salles de spectacle? Enfin, on en est à se poser des questions très techniques. Il y a eu un rapport en France, le rapport Bricker d'un infectiologue justement sur les conditions de reprise des activités, notamment du spectacle vivant dans les mois à venir. Ça pose toute une série de questions. Comme dans d'autres secteurs, on voit des effets de concentration qu'on peut anticiper. Il faut rappeler que ce sont ce qu'on appelle culture, c'est un ensemble de secteurs où il y a une très très forte majorité d'indépendants et de petites et moyennes entreprises. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique évidemment des mesures de soutien qui sont de l'ordre de la survie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ça a un impact sur les plus grandes institutions. Avec Marion, justement, on pourra parler peut-être du Louvre, mais on peut voir aussi
pour parler des musées que dans d'autres pays en extra-européens. Le Met, par exemple, à New York, et se retrouve très fragilisé alors qu'ils ont un fonds de roulement, enfin, c'est pas vraiment ça, c'est un endowment de 3 milliards de dollars. Même eux se retrouvent confrontés à la remise en question d'un modèle économique qui repose sur de la billetterie, de la visite. S'il n'y a plus de visiteurs, s'il n'y a plus de spectateurs, ce sont des secteurs entiers qui, même pour les plus gros, en 2 mois d'interruption, peuvent se retrouver très fragilisés. Ça pose beaucoup de questions. Alors après, on peut voir ça sous un angle très positif. On peut dire ça va être une formidable période d'invention, de réinvention. Ça va être aussi une période d'accélération sur les questions de transition digitale. Et je crois il y a de bons signaux qui sont envoyés de ce point de vue-là par la Commission européenne, en particulier par Thierry Breton, qui est intervenu il y a 2 jours auprès de la Commission culture du Parlement européen. Et comme vous le disiez, pour revenir à ce que vous mentionniez, tout à coup la suroffre. Nous sommes nombreux à être abreuvés d'une foultitude de recommandations de contenu, souvent très bien éditorialisés, promus par des diffuseurs privés, mais aussi bien sûr par les services publics de la culture. Alors qu'est-ce que ça signifie cette suroffre? On peut se dire c'est une sorte de nécessité d'exister pour des institutions qui se retrouvent de facto en panne. Donc on promeut de manière temporaire des contenus gratuits, y compris dans la captation de spectacles vivants, ce qui est une très bonne chose. Ça change sans doute pas grand-chose en termes de démocratisation de la culture. Les gens qui vont voir ces offres-là sont déjà des gens intéressés par des contenus culturels. Donc ça, c'est une autre question. C'est une question aussi d'affichage institutionnel temporaire, et c'est très bien comme ça. Mais ça, je pense que ça remet sur la table la question de ce que les Canadiens appellent la découvrabilité des biens culturels. Tout à coup, on s'aperçoit que dans le confinement, dans l'expérience qui est en train de se terminer du confinement strict, la question de la recommandation, de la prescription, comme on dit dans le jargon culturel, on va dire, se repose, avec les effets effectivement parfois de surabondance, de noyade, il y a trop de contenu, comment choisir, captation de l'attention, etc. Et c'est sans doute un domaine qui refait surface, et c'est sans doute très important de le replacer au cœur des politiques d'innovation et de soutien à l'innovation dans l'entrepreneuriat culturel pour la suite, parce que ce n'est pas qu'une question d'offre, c'est aussi une question de structuration de l'offre. On pourrait dire peut-être la même chose aussi, il y a la question de la recommandation, mais il y a aussi la question des technologies du virtuel pour aller vite, et de l'immersif, tout à coup qui prennent une autre dimension quand on se retrouve dans des contraintes effectives de non-visite, de non-public. Et souvent, enfin, en tout cas dans les dernières années, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée appliquée à la visite patrimoniale ou la visite de musée, on peut penser aussi à plein de types d'applications sur l'émergence de l'immersif, sur les supports multimédia. Enfin, il se passe beaucoup de choses en R&D dans ce domaine-là, mais c'est souvent, disons, à titre expérimental, parfois un peu cerise sur le gâteau pour les grandes institutions, un accompagnement de la visite, mais la visite physique reste essentielle, et c'est très important qu'elle le soit. Là, tout à coup, on peut considérer que cette question, à quoi ça sert ces choses-là, dépasse la dimension du gadget. Quel type de sens on construit par rapport à ça? Quel type de consommation de biens culturels on peut avoir par rapport à ça? Les cartes sont un peu rebattues justement sur ce qui peut être l'innovation technologique dans les domaines culturels. Donc, période de réinvention, peut-être de ce point de vue-là, effectivement, mais y compris dans les applications que ça peut avoir dans les secteurs dits classiques, pas seulement pour les industries culturelles, c'est la musique enregistrée, l'audiovisuel et le cinéma, le livre, la presse ou le jeu vidéo, mais c'est également leur application aux domaines dits classiques que sont le patrimoine et les musées et le spectacle vivant. Et voilà, c'est peut-être une piste de discussion. Mmh. Oui, tout à fait. Et donc, par rapport à cette question d'uniformisation de la culture aussi, Joachim, qu'est-ce que vous pensez de cet impact, de la perception de la culture et cette transformation? Pour reprendre un tout petit peu les termes
qui ont été utilisés lors des interventions de Marion et de David. Démocratisation, il y a, c'est sûr, parce que c'est la gratuité. Donc, quand on peut regarder une pièce de théâtre, normalement dans un grand théâtre à Berlin, pour rien, ça c'est quand même la gratuité. Donc, il y a un effet de démocratisation. Ça, c'est une démocratisation pécuniaire, si vous voulez. Il y a aussi démocratisation géographique. Hein? Rappelez-vous de toutes ces discussions qu'on a eues, notamment en France, entre centre, périphérie, ruralité, urbanité, accès à certaines prestations qui se reflétaient, à mon avis, aussi partiellement dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc, d'une certaine façon, on a démocratisation, c'est sûr. Après, je pense, David l'a souligné, il y a un grand problème, c'est-à-dire cette forme de digitalisation ne remplace pas la visite physique et les rencontres qu'on a. C'est-à-dire, quand je vais au théâtre, alors la façon dont j'applaudis dépend aussi des réactions des autres. C'est une interaction entre les gens sur la scène et moi. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai plus quand je suis devant mon écran. C'est-à-dire, il y a cet effet éphémère entre les deux, donc, qui fait tout le charme du présentiel, si j'ose dire. Et il est très intéressant de voir, les sociologues nous en parlent, que pendant les 30 dernières années, où les offres dans Internet sont devenues très importantes, le présentiel, l'événementiel n'a pas cessé d'accroître. Prenez par exemple le nombre de spectateurs dans les matchs de foot. Prenez par exemple le fait que beaucoup de groupes de rock vivent beaucoup plus sur les concerts aujourd'hui que sur les CD. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'on ne peut pas remplacer par cela. Et ça, c'est bien entendu un des grands problèmes. Et c'est pour ça, et là-dessus, je rejoins Marion tout à l'heure, ce que vous avez dit sur les EHPAD, par exemple. Et à mon avis, la question de la liaison entre ce qu'on propose d'une façon digitale à un groupe qui reste peut-être ensemble et vit l'événement ensemble est un des points centraux pour moi. Et là, vous l'avez dit, il va peut-être repenser à former des modérateurs, des modératrices, hein, ceux qui sont en mesure de créer, par exemple, dans un EHPAD, un événement par le digital, mais modéré par une personne. Hein? Donc, on ne peut pas présenter ça comme la télévision. Voilà, c'est ça. Et il y a un autre point qui me semble à contresens contre la démocratisation, c'est, je pense que tu l'as dit aussi, David, c'est le manque de découverte. Et nous avons constaté, par exemple, que les gens qui viennent chez nous et qui profitent des offres digitales, ils nous connaissent déjà. Hein? C'est-à-dire que ce sont eux qui sont déjà venus chez nous, ils nous connaissent. Et ils veulent retrouver, Marion, vous l'avez dit aussi, ils veulent retrouver un tout petit peu pendant cette époque bizarre, cette crise, ils veulent nous retrouver, une certaine chaleur aussi. Tout cela joue un rôle. Et ça se reflète économiquement, je vous le dis, tout directement dans les inscriptions dans les cours de langue. Parce que là, on a constaté qu'on a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui reviennent. Parce qu'ils vous ont vu, ils sont entrés dans l'institut, ils ont eu un contact humain avec vous. Mais s'inscrire dans un cours en ligne où on ne connaît personne, on ne vous explique pas vraiment individuellement la pédagogie, des choses comme ça reste un seuil. Ça reste un seuil. Et puis, une question que je me pose, et bien entendu, on patauge dans les marais en ce moment, on est dans un grand expériment en laboratoire, donc tout ce qu'on dit aujourd'hui peut être déjà demain, peut signifier rien demain. Ça, on est toujours dans cette situation, et encore plus actuellement que d'habitude. Mais qu'est-ce qui va se passer avec, et je pense que c'est ça l'uniformisation de la culture, ce que vous voulez dire, qu'est-ce qui va se passer avec l'idée de la diversité culturelle et de l'exception culturelle à la française? Vous vous rappelez, on a voulu justement sortir ce secteur des négociations avec les États-Unis sur le marché libre. Les Français ont commencé, après d'autres États, notamment les Allemands, heureusement,
en juin, les Français, mais qu'est-ce qui va se passer avec cela si des grands opérateurs, Netflix et autres, deviennent encore en plus puissants? Donc ça, c'est une véritable question. Et David, tu l'as aussi abordé. Qu'est-ce qu'on va devenir toutes ces petites structures, les cinémas RSC, qui proposent une programmation complètement créneau, je dirais, hein, niche, comme disent les Anglais. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ça, c'est une grande question et on doit repenser ça sans négliger les grands théâtres qu'on a aussi, mais comment on peut sauvegarder la diversité culturelle du secteur. Oui, tout à fait, parce que cette crise aussi, elle fait réfléchir par rapport aux vulnérabilités dans le secteur qui est quand même extrêmement complexe. On a de grandes institutions qui se retrouvent dans une difficulté extrême parce qu'il y a des enjeux économiques différents derrière. Parce que l'impact de la crise qu'on vit actuellement, bien sûr, elle se reflète aussi très différemment en fonction des secteurs et des acteurs petits et grands. Donc, si on réfléchit par rapport au modèle qui existait avant, quel modèle plus résistant pour le secteur pourrait-on redéfinir, redécouvrir? Et par exemple, je pense à l'Allemagne qui a donc aussi eu une politique assez critiquée pour, comme on a dit, un first in, last out problème de la culture. Elle était la première victime un peu du confinement, c'est-à-dire la first qui était confinée et qui en souffre beaucoup et qui sera peut-être aussi la dernière à être déconfinée. Comment pourrait-on qualifier ces vulnérabilités dans cette période-là? Et j'aimerais bien rester donc avec vous, Joachim, par rapport donc aussi votre expérience allemande, française et roumaine, et en ce qui concerne ce statement du changement de crise. Merci de me repasser la parole. Et je voudrais dire au début que je pense qu'il n'y a pas deux pays au monde, ça c'est une hypothèse, qui sont aussi définis par la culture que la France et l'Allemagne. Dans le passé, souvent d'une façon très opposée, quand on pense aux antagonismes comme culture, civilisation, nation, État. Mais quand vous regardez là, le rôle de la culture dans les deux pays, il n'y a vraiment pas de deux pays séparés. Et ça concerne aussi les subventions de la culture. Parce que contrairement à la plupart des autres pays de ce monde, nous considérons qu'il est absolument indispensable de subventionner la culture, et notamment les arts de la scène, les opéras, etc. etc. Donc, il ne faut pas oublier que c'est plutôt une exception. Hein? Il y a beaucoup de pays dans ce monde où vous avez peut-être un ou deux opéras au théâtre soutenus, et c'est tout. Hein? Juste pour vous donner un exemple, hein, chaque troisième première d'un opéra au monde a lieu en Allemagne. Hein? Par exemple, ce qui est dû, contrairement à France, à un certain développement qui a voulu que la bourgeoisie, au XIXe siècle, reprenant le pouvoir de nombreux ducs et rois, a considéré que la culture, dans le processus des Lumières, était leur propre façon de s'exprimer et leur fierté locale. Et ça, c'est complètement différent, bien entendu, par rapport à la France. Donc, il y a un réseau énorme de théâtre, d'opéra, d'orchestre et autres qui voient maintenant, bien entendu, venir cette crise. Et de cette façon-là, il n'est pas exclu, là vous avez raison, que la crise, malgré tout, frappera les structures en Allemagne plus durablement que dans d'autres pays. Donc ça reste une hypothèse, on verra bien ce que ça va donner. Mais d'autre part, cette structure protège aussi la culture. Et ça, c'est quelque chose que si vous voulez,
c'est un enseignement, c'est pour moi de dire, on a tellement débattu ces dernières années sur la question de créativité, subvention et scène libre. Et beaucoup ont dit, par exemple, ah oui, mais tous ces théâtres subventionnés avec leurs troupes permanentes qui reçoivent leur argent tous les jours. Donc, ce n'est pas la façon dont il faut agir. À mon avis, c'est une grande force quand même pendant ces temps de crise, parce que ça permet de maintenir ces structures et de reprendre ensuite leurs activités. Passionnant, tout à fait. Beaucoup de questions qui se posent, hein. Donc, je vais rebondir sur l'enjeu principal par rapport aux industries dites culturelles, en vue de notre titre aussi, de notre webinaire d'aujourd'hui. Et j'aimerais adresser cette question à David Fajol. Donc, quelle priorité on accorde aujourd'hui aux industries dites culturelles? Quel est l'enjeu principal d'après vous et comment peut-on décrire cet enjeu? Du point de vue de qui est le « on » dans la question, en fait? Par rapport bien sûr, par rapport au national et après en vue aussi du marché unique européen. Oui, on pourrait revenir sur la notion d'industrie culturelle qui est une notion un peu étrange, hein, qui est le fruit d'un compromis assez long. Mais, effectivement, je crois que ce que Joachim a dit concernait principalement le spectacle vivant. En fait, ça permet de rappeler que ce qu'on appelle culture ou offre culturelle rassemble des secteurs qui sont différents, voire très différents, avec des publics très différents, des pratiques de consommation différents aussi, et des économies très différentes. C'est-à-dire que le monde du patrimoine et des musées, le monde du spectacle vivant, c'est des univers d'expertise qui sont distincts, mais qui ont au moins en commun une injonction, par exemple, à l'autofinancement, donc la visite, la billetterie. Si vous n'avez plus de public physique, il se passe vraiment un gros problème. Ça bloque tout. Le monde des industries culturelles est un peu différent, à l'exception peut-être du livre, parce qu'il y a une crise très importante pour ce qui est du livre de manière générale, de toute la chaîne du livre. Alors on peut penser aux librairies fermées, semi-fermées, qui vont rouvrir avec de la distanciation. Comment fonctionne une librairie en physique? Est-ce que la commande en ligne, e-commerce, va profiter de la crise? Très certainement aussi. Il faudra faire le bilan à la fin. Mais par contre, pour la musique enregistrée, l'audiovisuel et le cinéma, c'est un autre monde. C'est d'autres pratiques de consommation. Donc je pense qu'il faut peut-être distinguer effectivement les exercices. Je crois qu'il y a une sorte de commodité administrative du rassemblement de tout ça dans ce qu'on appelle le champ des politiques culturelles, mais dans la pratique, ça implique des espaces assez différents. Néanmoins, il y a quelque chose de commun derrière ça, c'est ce qu'on appelle la prescription, ce qu'on appelle la recommandation. Comment on recommande des contenus culturels qui sont découvrables, pas découvrables? Est-ce que la recommandation en ligne, ça incite véritablement à aller faire du présentiel ou de la visite physique? Pas forcément, oui, peut-être. Et comme Joachim, tu le disais, l'exemple que tu donnais est très révélateur sur l'offre que vous avez en ligne. En fait, ceux qui vont répondre dessus sont déjà les convaincus. Donc, vous avez une reproduction sociale de facto des publics d'une grande institution comme le Goethe, mais probablement aussi le raisonnement pourrait être applicable à toute institution culturelle de grande taille qui retrouve, qui duplique, disons, ces flux de ciblage vers des publics dédiés. Ça, c'est une vraie question, parce que dans les politiques culturelles, il y a une question essentielle qui est celle de la mission de démocratisation culturelle. Comment ça marche, par quel biais, voilà. Et ça concerne effectivement l'ensemble du spectre dit des politiques culturelles. Je voudrais juste revenir sur deux choses un peu en vrac, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Juste sur la question de l'exception culturelle, de la diversité culturelle, est-ce qu'on va de nouveau vers un risque d'uniformisation, qui est un vieux spectre qu'on voit passer assez souvent? Attention, il faut protéger, parce que sinon, il va y avoir une uniformisation de l'offre, et il y a un engagement des États membres de l'Union européenne et de l'Union européenne en propre sur la protection
et la diversité des expressions culturelles. La France et l'Allemagne ont effectivement accordent une place assez considérable à ces secteurs, ce qui fait que quand on entend la culture est oubliée, je pense que c'est assez peu probable que les cultures soient oubliées, justement, c'est des réflexes très ancrés. Il y a peut-être aussi une surthéâtralisation des jeux de rôle où on appelle à l'aide pour protéger des emplois et protéger des secteurs, mais en général la réponse n'est pas particulièrement fragile comparativement en France et en Allemagne. Joachim, tu pourras peut-être nous éclairer sur les sommes considérables qui ont été annoncées au niveau fédéral en Allemagne pour l'ensemble du secteur culturel. Ce serait intéressant de voir comment ça se distribue. Il y a aussi une marque d'intérêt très forte de la part de l'exécutif français. Mais je pense quand même, dans cette affaire-là, sont concernés, enfin, quand on dit France et Allemagne, n'oublions pas nos amis et voisins, que dirait l'Italie sur le sujet, le Royaume-Uni également, l'Espagne, le Portugal, tous les pays de patrimoine parmi les États membres. C'est vrai que les questions de préservation des secteurs culturels, d'un point de vue défensif, si j'ose dire, est aussi une contrainte essentielle, une exigence essentielle, ne serait-ce qu'en termes d'impact économique. Derrière, il y a aussi des questions de retombées indirectes, de tourisme. Le facteur culturel est le deuxième facteur décisif sur les destinations touristiques. Donc ça, alors voilà, je voudrais juste sur ce point dire que vous avez peut-être vu dans les 10 dernières années, il y a eu plusieurs études, il y a eu une multiplication des études au niveau européen, au niveau national français également, sur le poids économique de la culture. Poids direct, poids indirect, retombées, part du PIB, comment mesurer un PIB culturel, avec des chiffres variés. Parfois c'est 2%, parfois ça monte jusqu'à 4,5 ou 5% dans les chiffrages à la méthodologie parfois douteuse, mais ces études-là, elles ont eu pour vocation essentiellement de servir de message d'alerte ou de levier de conviction à l'égard des pouvoirs publics en disant « Regardez, ça pèse lourd, économiquement et en termes d'emploi, donc ne coupez pas les crédits de soutien public au secteur culturel qui, sous certaines mesures, peuvent apparaître comme plus importants que le secteur automobile ou le secteur pharmaceutique. Voilà. C'était l'usage de ces études sur le poids économique de la culture. Maintenant, je pense que la crise de la pandémie, du confinement et de la suite du confinement, ça nous permet d'aborder cette question vraiment dans la pratique. Poids économique, effectivement, c'est-à-dire pour une municipalité, un gouvernement local, une région qui soutient un festival, pour des villes de petite taille, de taille moyenne, le fait de devoir annuler ou décaler de 6 mois ou 1 an a un impact massif. Et je ne parle pas seulement des gros festivals comme le Festival d'Avignon, pour prendre un exemple français. Je pense aussi, par exemple, à toutes les capitales européennes de la culture qui proposent des programmations sur une année entière. Ce sont souvent des mobilisations massives de moyens. N'oublions pas que l'Union européenne ne sert que d'amorçage dans ces programmes-là, que la mise de fonds de la Commission est toujours faible, voire très faible comparativement. Vous avez 1,5 million, disons, mis à disposition pour des budgets qui peuvent atteindre 80 ou 100 millions. Donc le fait de décaler pour une ville de taille moyenne, car les capitales européennes de la culture sont souvent des villes de rayonnement régional, ce ne sont plus les capitales comme au début du programme, le fait de devoir décaler d'1 an, ça a un impact massif. Par ailleurs, ça peut se connecter avec des questions de calendrier électoral. Donc voilà, ça c'est... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je voulais en parler. Voilà. Ah si, dernier point, toujours dans le désordre, pareil. Amélie, vous mentionniez tout à l'heure justement Netflix. Alors, nos amis des plateformes, des GAFA, nos grands méchants loups de l'autre côté de l'Atlantique, vis-à-vis desquels on a toujours des postures défensives nécessairement. Enfin, nécessairement, justement, ça se questionne. Je pense que je voudrais revenir sur une chose, c'est que effectivement, pendant le confinement, pendant la crise, Netflix a atteint des sommets de capitalisation boursière sur les marchés.
Ils ont eu plus 15%, je crois, de valo depuis janvier. Donc, ça va très, très bien pour Netflix. Effectivement, pendant le confinement, qu'est-ce qu'on fait le soir? Eh ben, on va sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Mais Netflix en étant l'acteur principal qui a su montrer qu'il pouvait faire du local. Alors, Netflix, on a très souvent tiré dessus en disant oui, mais le catalogue, franchement, laisse très à désirer. Et puis, ils disent que leur moteur de recommandation est absolument génial. Mais en fait, non. Enfin, voilà, on aime bien tirer sur Netflix. Ça fait plusieurs années. L'arrivée de Netflix a d'ailleurs été en France, c'est une des choses les plus médiatisées quand Netflix a proposé une offre dans 5 pays européens, c'était déjà il y a 6 ou 7 ans. Alors, il y a une question de Netflix, donc valorisation boursière, c'est vrai qu'il s'en sort très très bien pendant la crise de la pandémie, mais aussi il y a quelque chose qui s'est passé en avril, il y a eu un partenariat qui a été signé entre MK2 et Netflix, qui est très intéressant, très significatif. On a parlé effectivement de la mise en ligne d'une douzaine de films de François Truffaut. Donc tout à coup, Netflix se lance dans le cinéma de répertoire, veut proposer une offre de qualité, pas seulement les blockbusters commerciaux ou des créations originales de niveau variable dans le domaine des séries. Maintenant, il peut y avoir aussi du cinéma de répertoire ou du cinéma d'auteur sur Netflix. Et puis, c'est pas seulement Truffaut, il y a aussi, qui a annoncé, c'est Jacques Demy, c'est Kusturica, c'est Kieslowski, enfin, tout ce qu'il y a dans le catalogue de MK2. Alors ça, je pense, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est quelque chose à débattre. Qu'est-ce que ça implique pour la suite? Rappelons que nous n'avons pas d'acteurs. Le réflexe des pouvoirs publics sur les plateformes, il n'y en a qu'un qui soit possible. Je ne dis pas du tout qu'il soit pas légitime, au contraire, il l'est, parce qu'il n'y a un peu que ça à faire dans un dispositif, disons à la française, de post-exception culturelle qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on fait avec les plateformes? On les taxe. Le seul levier, c'est ça, c'est de dire nous devons contraindre. Parfois, on entend même des mots comme contrôle, il m'étonnerait qu'on puisse les contrôler, mais nous devons contraindre les grandes plateformes américaines à contribuer via des obligations de production et des dispositifs d'investissement en production et de distribution aussi, soutenir la création française et européenne. Ça, c'est le point de vue français sur la chose. Mais un petit peu plus en amont, on peut dire, et puis du coup, la France cherche à persuader la plupart des États membres que c'est la bonne solution. De l'autre côté, ça pose une question, c'est qu'on n'a pas d'acteurs comme ça en Europe, parce qu'on ne les développe que suivant des stratégies industrielles nationales, pour l'instant. Pour l'instant. Il est clair que, à mon avis, que la taille des marchés nationaux, même des plus gros États membres de l'Union européenne, n'est et ne sera jamais une taille critique pour le développement de plateformes. Et c'est là qu'il y a un levier qu'on n'utilise pas assez, qui s'appelle le marché unique du numérique, qui permettrait peut-être d'envisager des stratégies avec le soutien de la Commission européenne qui dépasseraient justement la préservation d'intérêts nationaux dont on ne peut pas faire le reproche à des hauts fonctionnaires de l'État de vouloir les préserver. On veut préserver avant tout des acteurs allemands, des acteurs français, mais en termes de taille critique, la comparaison ne peut pas tenir. Et je crois que ce qui est en train d'arriver avec Netflix, le nouvel épisode de cette relation avec la plateforme audiovisuelle et cinéma de rattrapage, comme on disait dans l'ancien temps dominant, et cette question est reposée à nouveau frais actuellement. Et il y a peut-être autre chose à imaginer que la seule contrainte de régulation pour la défense, une posture défensive pour la défense d'une création nationale et continentale européenne. J'étais un peu long, mais ça mériterait d'être développé. Mais je me tais pour l'instant. Oui, tout à fait. Alors, c'est toute la question que je voudrais poser aussi en troisième lieu, c'est-à-dire la problématique de cette relance européenne. Si on parle d'un plan de réparation au niveau européen, donc comme vous venez de dire, David, le commissaire Thierry Breton, par exemple, a annoncé que des mesures de soutien direct étaient aussi envisagées, notamment un plan de réparation, avec plus de liquidité aux acteurs les plus vulnérables, ainsi qu'un plan d'investissement qui soutiendrait l'ensemble du secteur à long terme. Et considérant dans ce contexte qu'il y a un cadre actuel
pluriannuel financier de l'Union, le secteur créatif se trouve dans un moment vraiment critique. Et j'aimerais donc demander, Marion, en premier lieu, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces plans de relance, ces plans de réparation et cette nouvelle dynamique européenne? Alors peut-être déjà, je voulais revenir sur certaines choses qui ont été dites, notamment Joachim qui parlait du fait qu'on était quand même une exception en France, du fait que nos institutions culturelles étaient fortement subventionnées, ce qui effectivement n'est pas le cas partout. Juste pour vous citer un exemple, bon, c'est vrai qu'une institution comme le Louvre, alors il n'y a pas que des fonctionnaires, mais la majorité des personnels qui y travaillent sont des fonctionnaires. Donc, même si on est dans une situation de crise, la question ne se pose pas de licencier des gens, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les musées américains. Il y a des musées américains où ils ont licencié 90% du personnel en 2 semaines. Voilà, donc ça, je pense que c'est important déjà d'avoir ça en tête, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de crise fait qu'on n'est même plus sur financer des investissements, on est sur financer le fonctionnement d'institutions qui vivent de subventions, mais vivent aussi de ressources propres. Et alors, ça fait le lien avec le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est le fait que, donc certes, là, c'est David qui en a bien parlé, on est sur des logiques un peu différentes. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de mettre ensemble toutes les industries culturelles, puisque entre le spectacle vivant, la musique enregistrée, l'économie du cinéma ou de l'audiovisuel et l'économie du patrimoine, on est sur des logiques qui sont assez différentes. Alors c'est vrai qu'on a toujours en tête, alors moi j'étais en cabinet ministériel, donc je travaillais avec Fleur Pellerin quand il y a eu les attentats d'octobre 2015, et c'est vrai que enfin, on a été très touchés par ça, et c'est vrai que c'est le secteur le plus touché, ça a été d'abord le spectacle vivant, parce que c'est une économie qui structurellement est très fragile, parce que voilà, ça repose l'économie d'un spectacle, ça repose sur quelques artistes. Il n'y a pas forcément toujours des très gros moyens techniques à côté, mais c'est sur ce système de l'intermittence. Donc, c'est des secteurs dont on sait structurellement que déjà, sans parler des périodes de crise, on est sur des économies assez fragiles. Mais en revanche, au moins en France, c'est quand même des secteurs qui sont assez peu dépendant du tourisme international. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du patrimoine, où on est sur des économies, on va dire, qui sont un petit peu plus stables dans le temps, parce que voilà, accueillir des visiteurs dans un musée, on a, on va dire, un actif qui est plus important, le bâtiment, les œuvres, mais on se repose beaucoup sur le tourisme international. Donc voilà, juste pour donner cet exemple, je pense que c'est important aussi de distinguer le fait qu'on est sur des économies à chaque fois qui sont différentes. Et ce qui est intéressant aussi de noter dans cette crise, c'est que on a des secteurs qui sont un peu les secteurs traditionnellement fragiles qui sont touchés, donc le spectacle vivant, mais on a aussi, j'ai envie de dire, presque les gros mastodontes de la culture qui sont touchés. Et des institutions aussi importantes que le Louvre, et même, voilà, je sais, alors là, on est sur du spectacle vivant, mais on est quand même sur une institution qui est fortement subventionnée aussi par l'État, l'Opéra de Paris, par exemple, qui a de grosses difficultés. Et ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est le fait que donc on est dans cette économie où on a un fort soutien de l'État, mais malgré tout, il y a quand même eu depuis plusieurs années une logique où l'État a demandé justement à ces institutions culturelles qui avaient le poids pour le faire d'essayer d'aller chercher aussi des modes de financement alternatifs du côté du privé. Donc c'est évidemment la billetterie. Donc c'est vrai que quand je regarde le Louvre, on nous demande voilà, il y a toujours cette balance, cet équilibre à trouver entre le nombre de publics qu'on accueille et la qualité de la visite. Mais c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de voilà, nous demander d'accueillir plus de monde pour avoir plus de ressources, d'aller chercher des financements alternatifs, d'organiser des événements, des privatisations, d'aller chercher du mécénat. Donc ça, c'est très bien, et ça fonctionne très bien quand on est dans une période de croissance. Là, on vient de passer deux très bonnes années, hein. L'année 2018-2019, on a atteint presque 10 millions de visiteurs au Louvre. Voilà, on a de très bonnes fréquentations, on a augmenté nos ressources propres.
Et c'est vrai que ça permet aussi à l'État, et bon, on joue le jeu, hein, ça permet aussi à l'État de baisser la subvention qui nous est allouée pour la répartir auprès d'autres institutions culturelles qui ont moins de moyens. Le problème, c'est qu'en fait, on se fragilise en faisant ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un des établissements qui nous autofinançons le plus dans le secteur public. On est autofinancé à 60% par des recettes privées. Donc c'est très bien quand on est dans une période de forte croissance, quand Paris accueille des touristes, c'est très bien, mais simplement dans une période comme ça où le musée est fermé, les pertes, elles sont colossales. Et donc là, on se retrouve dans une situation où si on compare, par exemple, par rapport à des musées qui ont une fréquentation structurellement plus faible, eux, ils ont conservé ce soutien assez fort de l'État. Bon, on leur demande aussi d'aller chercher des ressources propres, mais ils ont quand même un soutien plus fort de l'État qui fait amortisseur, en fait. Quand la fréquentation baisse, les recettes baissent, mais elles baissent moins fortement que c'est le cas au Louvre. Et donc, c'est vrai que voilà, on est dans une situation un peu complexe puisqu'on se retrouve avec des institutions culturelles qui, voilà, par rapport à d'autres, sont riches. Enfin, je veux dire, par rapport à voilà, un petit théâtre en région, c'est sûr que le Louvre a des moyens, mais c'est vrai qu'en même temps, on est très fragilisé parce qu'on est très exposé à tous ces chocs externes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Puisque dans les crises que la culture avait pu connaître précédemment, on était plutôt un peu préservé par rapport aux autres. Donc ça, je trouve que c'est quand même important de le noter. Alors après, dans ce que vous disiez sur les attentes par rapport à l'aide qu'on pourrait avoir alors, de l'Union européenne, bon, peut-être aussi de l'État, bon, c'est vrai que je pense que là aussi, les besoins sont sans doute un peu différents. Alors sur l'investissement, je pense qu'il y a toujours des besoins, et notamment dans le secteur du patrimoine, investir pour restaurer des bâtiments, c'est toujours des choses qui sont, à mon avis, positives pour la suite parce que, bon voilà, là encore, je prends l'exemple du Louvre, mais bon voilà, c'est des bâtiments qui ont besoin de toute façon d'investissement de manière un petit peu continue, et on sait très bien que quand on a une période où on ne fait pas d'investissement, ça conduit à dégrader le bâtiment et ça coûte en général plus cher des années après de faire les travaux nécessaires. Donc ça me semble assez positif. Après, je pense qu'il y a un autre sujet aujourd'hui qui est vraiment de modèle économique, c'est-à-dire au-delà de juste la question de voilà, faire de la relance, parce qu'en général, quand on fait de la relance, on regarde plutôt des dépenses d'investissement. Mais là, on a un vrai sujet vraiment de fonctionnement du musée et vraiment de modèle économique. Donc c'est pour ça que je reviens peut-être un peu à une des idées que j'avais développées dans ma première intervention. Je pense qu'il y a le besoin aujourd'hui de réfléchir à des nouvelles manières d'interagir avec nos publics. Alors avec cette idée que notre ADN dans la culture, c'est quand même d'aller au contact des autres, de créer du lien avec les autres. Et effectivement, il y a un enjeu qui a été évoqué sur la conquête de nouveaux publics. Notre objectif, c'est pas simplement de parler aux gens qui nous connaissent et de garder le lien avec eux. Notre rôle et notre mission, c'est aussi d'aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas, de leur proposer des choses, de les faire venir à nous. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Et en même temps, il y a l'enjeu que même si voilà, on essaie aussi d'aller chercher des publics qui sont peut-être plus éloignés de la culture et donc avec une offre gratuite, mais il y a aussi l'objectif il faut aussi qu'on trouve des moyens de se financer différemment. Donc ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et je pense il y a des choses qui vont sans doute évoluer là, dans les semaines, les mois à venir, où on va réfléchir à la fois garder le lien, essayer de conquérir des publics, mais peut-être aussi créer des nouvelles offres qu'on puisse vendre aussi pour trouver des financements alternatifs tant que notre public ne peut pas revenir aussi nombreux qu'avant. D'accord. Alors, quand on pense donc à toute cette question européenne et la culture, on se demande s'il s'agit maintenant d'une échelle temporelle. Je m'explique. On se trouve dans une menace éventuellement existentielle, comme on dit souvent, qui pèse désormais durablement sur la culture.
faut-il peut-être sauver la culture et les valeurs de l'Union européenne au long terme? Et donc, j'aimerais poser cette question à Joachim, ce qu'il pense donc, comme je viens de dire, premièrement, des plans européens en la matière et aussi de cette temporalité de crise. Merci, Amélie. Oui, comme je vous ai dit, on n'est pas sûr de ce que de la véracité de ce qu'on dit. Est-ce que c'est encore valable demain? Mais je voudrais faire trois petits points. Alors, petit point a été évoqué tout à l'heure par David. Je n'ai pas vraiment rebondi sur cette question-là. Je dirais, en ce moment, en Allemagne, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on veut sauver tout le monde. C'est-à-dire, on ne fait pas la distinction entre l'économie, les salons de coiffure, les restaurants et la culture. C'est-à-dire, les programmes mis sur pied actuellement permettent à tout le monde de profiter des crédits, de ne pas payer des intérêts, de faire ceci et cela. Et puis, bon, il y a des subventions plus sectorielles, pour ainsi dire, établies par le ministre d'État de la Culture, parce qu'il faut quand même dire, ça c'est un des grands problèmes en Allemagne, il n'y a pas de ministre de la Culture, comme la culture est dans la souveraineté des Länder, pour ainsi dire, c'est plus difficile d'établir des plans nationaux que peut-être dans d'autres pays. Mais ça, c'est un premier point, c'est-à-dire la culture est traitée comme tout le monde, donc ni des privilèges, mais aussi bien qu'une grande marque de voiture ou qu'un salon de coiffure, qu'un restaurant. L'idée, c'est maintenant, on va essayer de sauver tout le monde, au moins pour le moment. Et si je peux faire cette remarque pour l'avenir, ce qu'on va aussi, je pense qu'il y a deux choses. On a beaucoup reproché à l'Allemagne d'appliquer des méthodes trop néolibérales, d'une part, ces dernières années. On a beaucoup reproché à l'Allemagne de ne pas s'endetter ces dernières années. Pour le moment, pour nous, c'est un véritable avantage. Hein. Et quand on voit, par exemple, notre système de santé, on ne peut pas du tout dire qu'on a fait appliquer les méthodes néolibérales. Il n'y a pas un seul pays avec un tel nombre de malades et de malades graves qui a aussi peu de morts que l'Allemagne, ce qui est dû à notre système de santé. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais je voulais le dire parce que moi aussi, souvent, j'ai hésité à me prononcer sur la question de l'endettement, mais dans ces temps-là, c'est bien qu'on a des réserves actuellement dont profite aussi le secteur culturel. Deuxième point que je voulais faire, c'est on oublie trop vite dans cette situation qu'il n'y a pas seulement l'Allemagne et l'Europe, ou la France et l'Europe, mais il y aurait éventuellement aussi un franco-allemand. Donc, il y aurait aussi peut-être la possibilité pour la France et l'Allemagne d'être moteurs de l'Europe, d'inventer, de se réinventer. Il y a les moyens sont déjà là, mais on devrait dépasser les formalités des autorités, des ministères et réinventer des instruments. Il y a notamment le fonds franco-allemand avec lequel on fait des projets dans les pays tiers. Les instituts français, les alliances françaises, les instituts grecs, les ambassades peuvent faire des projets franco-allemands, européens dans des pays tiers. Alors, par exemple, nourrir ce fonds de ne pas seulement 400 000 euros par an, mais du double ou du triple, pour aussi renouer les liens avec les autres pays européens. Et croyez-moi, je travaille en Roumanie. Et ça n'a rien à voir, la scène culturelle, avec la scène culturelle en France et en Allemagne. C'est-à-dire, il y a aussi la créativité, il y a la volonté de se connecter avec d'autres pays. Il y a des jeunes gens formidables. Mais la protection, les subventions, ça n'a rien à voir avec des pays comme la France et l'Allemagne. Donc, la France et l'Allemagne auraient une véritable chance de faire quelque chose. Il y a aussi, entre la France et l'Allemagne, le nouveau Fonds citoyen franco-allemand, établi tout récemment, suite à une promesse faite lors de la signature du traité d'Aachen, d'Aix-la-Chapelle, qui a, vous avez bien suivi, au traité d'Élysée. Donc, il y a aussi ce niveau-là. Quand je vois les politiques depuis de ces dernières 2 décades, décennies, malheureusement, je doute beaucoup de la capacité de se mettre d'accord sur ce point-là, mais ça serait une véritable chance
pour les deux pays. Et au niveau européen, alors vous savez, en ce moment, on attend justement la publication des nouveaux programmes pour les années à venir. Et je ne sais pas dans quelle mesure ces programmes sont déjà actés, mais j'ai l'impression qu'on les rediscute éventuellement et qu'on va aussi les réorienter. Et je pense une réorientation pour être un soutien plus fort du secteur culturel et de la société civile. À mon avis, il faut travailler cela. Donc, je regrette un tout petit peu. Creative Europe, c'était un nom qu'on a donné au programme à un moment où on a, à juste titre, dit oui, mais l'Europe, notre ressource naturelle, c'est la créativité, donc il faut soutenir la créativité. Mais à mon avis, les tâches aujourd'hui vont être différentes. C'est plutôt d'aider la société civile à rester ce qu'elle est et à éviter, de par le biais de la culture, aussi des conséquences plus durables et plus dures qu'on peut craindre. Ça me renvoie effectivement au traité d'Aix-la-Chapelle rapidement parce que donc nous allons aussi faire des webinaires franco-allemands avec ce fonds franco-allemand et il y a beaucoup de moyens pour agrandir effectivement le secteur culturel avec effectivement des accords binationaux. On a beaucoup de nouvelles possibilités dans ce sens. Par contre, je me demande la troisième question par rapport à l'Europe que j'aimerais poser avant de passer aux questions-réponses avec le public. J'aimerais poser à David la question suivante, ce qu'il pense vraiment du cœur de cette affaire culturelle en Europe. C'est quoi le problème actuel majeur? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe au niveau de la problématique? Je pense notamment en matière d'innovation, de recherche ou de protection de droits d'auteur. Oui, c'est une très vaste question. Je ne remercie pas du tout de me l'avoir posée. Que je dirais comme Joachim que dans toute cette affaire, la direction générale à la culture, donc, qui s'appelle Europe Créative, est une direction générale de petite taille, mais qui fait son boulot, justement. Rappelons que la culture est une compétence d'appui pour la Commission européenne et de fait, les États membres, et en particulier les gros États membres, et en particulier ceux qui ont des politiques culturelles publiques particulièrement développées, comme les Länder allemands et comme le BKM aussi, et comme la France, gardent assez jalousement leurs prérogatives sur le sujet, sauf quand il s'agit d'essayer de se faire l'avocat d'une position régulatrice comme la France le fait régulièrement pour aller batailler auprès du Parlement et de la Commission sur la nécessité de taxer ou de mieux réguler les plateformes de contenu, par exemple. Mais en tout cas, du côté Commission européenne, c'est la DG EAC, la Creative Europe, Europe Créative, fait son travail et va certainement venir en appui sur des fonds de solidarité, en particulier pour des institutions culturelles de petite et moyenne taille, dans des régions ou des États membres où les soutiens publics sont peut-être moins forts que dans d'autres. Tout ça est évidemment bel et bon et parfaitement légitime, mais il est vrai que à l'échelle... En fait, pour simplifier, je dirais que la question d'une meilleure mobilisation, en tout cas en ce qui concerne les industries culturelles, je parle d'industrie culturelle, pas particulièrement des politiques de soutien national ou régional, ou au patrimoine ou au spectacle vivant, mais je parle particulièrement des industries culturelles. Une question se pose de la taille critique des marchés tests pour des entreprises de petite et moyenne taille dans l'entrepreneuriat culturel orienté industrie. Ce qui fait qu'on a des incubateurs ou accélérateurs dédiés pour des startups à vocation culturelle ou quelques startups culture dans des incubateurs généralistes qui, pour ceux qui survivent, ont en général à l'horizon l'idée peut-être de pouvoir pénétrer un marché nord-américain,
Ce qui fait que du coup, l'idée que le marché unique du numérique soit un marché test pour la nouvelle plateforme de podcast audio ou pour l'application 3D ou réalité augmentée appliquée au patrimoine culturel ou au musée, il est assez rare que le développement de ce très riche vivier d'entrepreneuriat culturel se fasse au niveau du marché du numérique. Quand vous avez des boîtes qui travaillent dans le domaine du patrimoine, par exemple, pour l'augmentation de la qualité de la visite patrimoniale ou muséale, ils vont avoir un développement régional ou national, très rarement transnational au niveau européen. Donc ça, c'est une vraie question. Pour ça, je dirais que la bataille est déjà rodée sur le rôle de Creative Europe, c'est à peu près clair. La position essentielle à répondre, c'est le FEDER, quand même, le crédit culture au niveau européen. Les plus grandes retombées viennent du FEDER et non pas d'Europe créative, à un niveau territorial. Et je crois que la nouvelle bataille est dans une meilleure intégration des sujets culture et industrie culturelle dans les politiques de soutien à l'innovation. Et d'une certaine manière, je dirais que le contexte est assez bon avec justement les déclarations de Thierry Breton il y a 2 jours. C'est quand même très intéressant d'avoir un commissaire au marché intérieur et au numérique qui justement prône une meilleure intégration des problématiques entrepreneuriales culturelles auprès de la Commission culture du Parlement européen. Ça envoie des bons signaux. Et ça, effectivement, il y a un peu que les institutions communautaires pour le porter, parce que, une fois de plus, on ne peut pas faire le reproche aux États membres, et notamment aux gros États membres qui ont des secteurs industrie culturelle et créative développés, voire très développés, de défendre leurs propres intérêts. Puisque ça relève de la compétence d'appui de la Commission européenne, l'Allemagne voudra défendre les intérêts des acteurs de l'audiovisuel et du cinéma allemand, par exemple, de même qu'en France, on fera la même chose avec l'activisme très prononcé des sociétés de gestion de droit. C'est tout à fait normal. Donc, cet agenda, il ne peut être porté de facto que par les institutions communautaires. Donc, je dirais plutôt du côté DG Connect, DG Innovation, marché intérieur, la nécessité de rendre beaucoup plus commun l'idée que les sujets culturels et industrie culturelle font partie des problématiques de propriété industrielle. Prenons un exemple, intelligence artificielle, agitation générale autour du nouveau buzzword depuis 3 ans. Quels sont les secteurs prioritaires de ce qui était jusqu'à la crise du coronavirus, quelque chose comme un attracteur pour les investissements institutionnels ou pour les capitaux risqueurs. Transport, santé, justement, tiens, transport, santé, cybersécurité, jamais culture ou industrie culturelle et créative. Pourtant, quand on parle de plateforme, les procédures automatisées de recommandation, par exemple, c'est au cœur de l'économie des plateformes. Donc, entre autres, hein, pour ne donner qu'un exemple. Ça veut dire être mieux en mesure de défendre les intérêts des secteurs culturels dans des macro-priorités de politique industrielle. Et ça, effectivement, ce type d'agenda, ce ne sont pas les institutions publiques nationales ou régionales qui vont le porter directement, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, si je veux dire, dans le domaine du patrimoine du spectacle vivant, ce sont d'autres économies. Ce ne sont pas nécessairement aussi les sociétés de gestion de droit, parce que les sociétés de gestion de droit, le cœur de leur métier, c'est la défense du droit d'auteur. Des questions de propriété industrielle, c'est autre chose, de propriété industrielle ou de politique industrielle qui leur sera indexée. Donc là, il y a un vrai travail, je pense, d'advocacy, comme on dit en bon français, qui peut être porté par nos élus au niveau du Parlement européen et aussi auprès de la Commission européenne, parce qu'il relève aussi d'intérêts économiques, commerciaux, aussi de projection internationale. Rappelons le simple fait qu'il n'y a qu'un seul acteur de portée globale dans le domaine, dans le périmètre classique des industries culturelles en Europe, c'est Spotify, c'est le seul. Si on considère que Spotify est encore une entreprise suédoise. Et oui, et j'aimerais, parce qu'il ne nous reste malheureusement pas assez de temps, mais qu'une vingtaine de minutes, rebondir sur Spotify, entreprise donc, comme Amazon, qui a quand même un gros succès, mais vis-à-vis de la protection des droits d'auteur, je me demande quelle est la destinée du livre, la vente du livre. Donc on a un commentaire, une question de Jean-Christophe Corrette concernant le e-commerce pour le livre.
en tant qu'éditeur indépendant, donc qui dispose de plusieurs sites de vente en ligne. Alors, son expérience, c'est que les ventes en ligne sont tombées à zéro durant les premiers mois de confinement. Et de l'autre côté, on a Amazon, du coup, qui a augmenté de 26% au cours du premier trimestre de 2020, donc pendant le confinement. J'aimerais poser à vous, vous pouvez répondre à qui en a envie, bien sûr, cette question. Qu'est-ce que vous pensez donc, du e-book et du livre dans cette constellation? Peut-être. Je vais Oui. commencer. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ma spécialité. Ben, je pense que enfin, le e-book, tous les systèmes de liseuse, bon, c'est un moyen de développer la lecture. Après, c'est vrai que hors confinement, on voit que c'est pas quelque chose qui s'est énormément développé. Après, moi, c'est vrai que j'ai été, alors je connais un peu moins bien l'économie du livre, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu surprise que les libraires ne se mobilisent pas plus pour essayer de rester ouverts pendant le confinement, parce que je sais que certains l'ont fait. En début de confinement, il y a la question qui a été soulevée, parce que c'était assez polémique, le fait que Amazon puisse livrer et continuer son activité normalement et que les librairies soient fermées. Donc à un moment, il avait été question que certaines puissent réouvrir. C'est vrai que je trouve un petit peu dommage. Alors, je ne dis pas que c'est tout le monde. Je sais qu'il y a des libraires qui ont continué, notamment à organiser soit des livraisons, soit des systèmes pour que les gens viennent juste collecter des commandes. Voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage. Alors, et je suis pas sûre que. Enfin, on voit bien que le passage au livre tout numérique, c'est peut-être pas tout à fait rentré dans les mœurs, mais c'est vrai que ce contact avec la librairie, on aurait pu peut-être un petit peu le maintenir plus fortement. Mm. Je sais que France Inter, que je suis régulièrement, a fait des émissions spéciales librairie, mais peut-être il y a de nouveaux modes de fonctionnement au niveau de l'action nationale en faveur des secteurs qui souffrent. Je peux dire quelque chose là-dessus? Bien sûr, je vous invite. Oui, juste parce qu'il y avait beaucoup de questions très intéressantes dans la même chose autour du livre. Sur la question du e-book, le livre mothétique, le e-book. Bon, il est possible que mon sentiment est que le confinement aura peut-être comme conséquence à la marge une petite ou moyenne augmentation du chiffre d'affaires du e-book, du marché du livre électronique, comme on dit en français. Néanmoins, je dirais, c'est un vieux sujet qui s'est arrêté vers 2010-2011, c'est-à-dire il y a eu une véritable crainte à ce moment-là, et même quelque chose qui relevait de l'infox sur attention, le e-book arrive et va avoir un positionnement de substitution par rapport au livre physique. Tout ça s'est arrêté vers 2011 à peu près, quand des décisions juridiques ont été prises aux États-Unis, mettant le holà sur les questions de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, ce qui fait que Google s'est retiré en fait de facto de ce marché. Et quand vous avez des GAFA là-dedans, c'est un peu comme quand la marée monte ou descend, c'est-à-dire tous les acteurs s'adaptent. Donc le e-book, il y a la question du e-book d'un côté. Et il y a la question, par contre, du retail, de la distribution, le e-commerce, le livre physique. Ça, c'est autre chose. Et là, effectivement, c'est un secteur qui est particulièrement exposé. On parlait tout à l'heure des librairies, ça a été très visible. Pourquoi les librairies ouvrent pas? Est-ce qu'une librairie... En Espagne, il y a un énorme débat sur faut-il traiter une librairie comme on appelle ça, une boulangerie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans une boulangerie? Est-ce qu'on a droit à 3 minutes dans une boulangerie? Dans une librairie, c'est autre chose. Il y a un rapport, ce qui est intéressant, c'est que ça pose plein de problématiques sur ces espaces, qui sont des espaces où on flâne, où on est confronté à une offre, on prend son temps, enfin voilà, on est tous confrontés à ça, ouverture de librairie. Et notons au passage que
ces problématiques ou ces sous-problématiques spécifiques à chacun des secteurs culturels, elles se posent simultanément dans l'ensemble des États membres de l'Union, à différents degrés, et que le traitement médiatique qui en est fait est très souvent très peu comparatif. C'est un peu comme si en France, il y avait un problème des librairies françaises et que nos amis espagnols ne se posaient pas toute la même question, ou polonais. Enfin, c'est une parenthèse. Mais sur le livre, impact très certain sur les librairies, avec des dispositifs de survie, des rustines pour préserver une économie, une chaîne du livre qui est déjà très fragilisée. Rappelons que la librairie indépendante, c'est une petite entreprise avec des marges extrêmement faibles quand elles existent. Donc c'est vraiment de l'ordre parfois de la mission, et en même temps c'est constitutif du tissu de l'offre culturelle pour des villes de petite et moyenne taille. Donc, il y a un vrai enjeu derrière ça, et espérons que le pouvoir public suivront là-dessus, y compris au niveau régional. Mais il y a un autre domaine dont on pourrait parler. On parlait tout à l'heure des problèmes de concentration, des questions de concentration qui vont se poser, et de la fragilité de secteurs qui dépendent beaucoup d'un réseau de PME. Quid des maisons d'édition? Joachim, tu parlais tout à l'heure de l'articulation entre la question de la diversité de l'offre culturelle, à ne pas confondre avec la diversité des acteurs économiques de la culture. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'acteurs économiques de la culture que vous allez forcément avoir une diversité de l'offre culturelle plus grande. Donc c'est un peu le piège de la notion de diversité culturelle. Ça marche pas. Ça dépend, mais peut-être que dans le cas du livre, là, pour le coup, il y a une sorte d'adéquation, d'articulation des deux. C'est-à-dire que, faut voir, mais de facto, il y a des maisons d'édition de petite taille qui sont sur des offres de niche, comme on dit d'un point de vue économiste, disons, et de haute qualité, qui ne survivront pas. Ça ne va pas survivre. Ça va avoir un impact également sur des politiques de soutien à la traduction. Les flux linguistiques, le passage d'une langue à l'autre dans les œuvres de fiction, mais aussi en SHS, disons, en non-fiction, sont des flux extrêmement concentrés dans les rapports avec la langue dominante qu'est l'anglais, mais aussi le positionnement central de la langue allemande sur le marché du livre pour les littératures de petite et moyenne langue, entre guillemets, d'un point de vue volume, disons, d'Europe centrale et orientale. Donc tout ça, les effets de concentration post-crise vont avoir un impact difficile à anticiper, mais certainement majeur sur l'ensemble de la chaîne du livre, et en particulier sur le travail des éditeurs, en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est quelques éléments de débat. Si je peux très rapidement enchaîner, c'est justement ce que je voulais dire, David, parce que moi, j'ai travaillé en tant que directeur de l'Institut culturel allemand avec beaucoup de petits éditeurs qui, plein d'enthousiasme, commencent à traduire une œuvre dont ils reçoivent une subvention. Et je sais que les grandes, ils ont leur programme, leurs auteurs, mais du coup, ce qui se passe maintenant, on a un repli national du fait que tout le monde est repatrié, on consomme la grande culture anglo-saxonne, américaine et peut-être encore sa propre culture, et on se replie de plus en plus. Et ça, c'est la tâche européenne, d'assurer cette diversité culturelle européenne en Europe. C'est-à-dire, par exemple, que le Bulgare connaisse peut-être aussi un ou deux films roumains, ou un du livre roumain, et pas seulement les roumains, les films roumains et les films américains, par exemple. C'est ça la vraie pensée qu'on doit avoir. Et c'est comme ça qu'il faut bâtir les programmes futurs européens, plus encore qu'aujourd'hui. Et encore un petit mot, la lecture. Alors, le livre résiste bien, je trouve, mais d'autre part, on le lit moins aussi. Et ce que vous voyez derrière moi est voué à disparaître quand vous regardez les habitudes des jeunes aujourd'hui, mis à part, bien entendu, des exceptions. Ils lisent beaucoup, mais ils lisent ailleurs. YouTube, par exemple, est devenu, figurez-vous, le premier moyen d'information des jeunes. Donc, ce n'est plus les journaux, même pas les journaux qu'on peut lire en ligne, c'est devenu YouTube, par exemple. Donc, les habitudes changent. Nous, on fait partie encore des vieux qui vivent avec des bouquins, mais je vois très bien dans la génération de mes enfants, les habitudes changent complètement. D'accord, c'est vraiment un sujet à part qu'on pourrait débattre pendant longtemps aussi. Hein, je pense on devrait faire un webinaire sur le e-book et le futur du livre. On a encore une autre question par rapport, effectivement, les annonces du gouvernement français. Et donc, Valentina Montalto nous a posé la question
ce qu'en pense des mesures du gouvernement français pour la culture d'aujourd'hui, notamment et avant aussi. Elle a l'impression que la France a eu la réponse mieux structurée en Europe, surtout par rapport à l'Italie. Mais est-ce que les mesures sont efficaces pour la survie du secteur? Peut-être, David, vous voulez... Non, je suis très neutre sur le sujet. Je pense que c'est plutôt pour Marion. Excuse-moi, Marion, hein. Je voulais te passer la balle. Oui, bah, je vais. Alors, c'est très récent, donc c'est assez, c'est pas forcément évident de se positionner. Bon, il y a une première mesure assez forte qui a été annoncée et qui, à mon sens, enfin, si on raisonne hein, dans le cadre dont on parlait, qui est le cadre français, où on a voilà, une culture qui a la particularité d'être quand même plutôt subventionnée et aidée. Moi, ce qui me semble absolument nécessaire, c'est de prolonger la période pour les intermittents du spectacle pour leur permettre de faire leurs heures. Parce que bon, après, on peut penser ce qu'on veut du système de l'intermittence, mais le système de l'intermittence, il est basé sur le fait que il faut que les artistes aient fait suffisamment d'heures pour pouvoir compléter cette rémunération avec un droit au chômage. Bon, il est évident que si les artistes n'ont pas la possibilité de travailler pendant 3, 4, 5 mois, moi, ça me semble être assez logique de reporter cette période pour leur permettre de faire leurs heures. Enfin, je vois pas très bien comment on aurait pu faire autrement. Donc ça c'est le premier point qui me semblait, on va dire, assez attendu et assez inévitable. Alors après, il y a un certain nombre de mesures effectivement qui ont été annoncées d'exonération de cotisations, de charges, de possibilité d'émarger à des fonds de solidarité. Donc ça me semble être un peu un peu une transposition, on va dire, de ce qui se fait pour les petites entreprises. Et donc ça, voilà, je trouve que c'est aussi plutôt des bonnes mesures parce que il n'y a pas de raison il faut aussi que le secteur culturel puisse être considéré avec ses spécificités. Alors, on sait que bon, les prêts garantis, par exemple, qui ont été annoncés par le gouvernement pour les entreprises, il y a quand même des conditions. Donc, il faut peut-être aussi tenir compte un peu de cette spécificité voilà, d'une économie culturelle qui est sans doute un petit peu plus fragile que l'économie en général. Mais ça, voilà, ça me semble être plutôt une bonne idée. Alors après, il y a des choses peut-être un petit peu plus, je ne sais pas si c'est innovant, mais il y a par exemple ce programme de commande publique pour commander des œuvres à des jeunes artistes. Donc, bon, voilà, ça, pourquoi pas, ça peut peut-être être quelque chose qui permette aussi de faire surgir, justement, de susciter la créativité et de créer des nouvelles formes un petit peu voilà, de manière de penser la culture pour la suite. Alors, un élément auquel je suis assez sensible parce que, bon, pour avoir travaillé au cabinet de Fleur Pellerin, c'était un élément qui lui tenait à cœur et pour lequel on s'est battu. Alors, même si c'était peut-être sous une autre forme, je pense que l'idée de faire financer la création par ceux qui en bénéficient et notamment de faire participer d'une manière ou d'une autre les plateformes et les GAFA, ça me semble assez inévitable parce qu'aujourd'hui, bon, certes, on est dans ce système en France où on a la chance d'avoir des subventions de l'État, mais à un moment, il faut aller aussi chercher l'argent là où où sont ceux qui en bénéficient. Et donc, il est clair que les plateformes, bon, on parlait du montant de capitalisation de Netflix. La force de Netflix, ça n'est qu'en fait la plateforme technique et l'agrégation de contenus de qualité qui, voilà, individuellement, peuvent correspondre à une économie beaucoup plus fragile. Donc, moi, ça me semble important si on veut continuer à pouvoir avoir des nouveaux contenus de qualité, à faire surgir de la créativité de manière non standardisée, ça me semble important de revoir un petit peu cette économie. C'est un peu la philosophie qu'on a connue et qui s'est un petit peu adaptée avec l'évolution technologique et l'évolution des contenus. C'est un peu le sens du financement du Centre national de la cinématographie à la base. C'est-à-dire qu'on va chercher dans la partie aval de la chaîne de valeur les financements pour remonter en amont et refinancer de la création. Donc ça a commencé bon, en taxant les salles de cinéma, bon, ça s'est élargi puisque maintenant on taxe les fournisseurs d'accès, etc.
moi, je pense que c'est dans le sens de l'histoire d'élargir ça voilà, aux GAFA, aux plateformes, parce que c'est eux qui récupèrent le plus de valeur, alors qu'en fait, la valeur, elle est dans les contenus qu'ils diffusent. Et donc ça, je pense que c'est une réflexion qui est vraiment importante et c'est vraiment une réflexion de fond si on veut faire vivre notre création et la culture dans la durée. Et à mon avis, c'est presque un sujet qui est plus large que la crise qu'on vit aujourd'hui. Je peux me permettre juste d'ajouter un point là-dessus. Je pense que on a 8 minutes. On n'a plus le temps. Ouais, alors juste en 2 mots, sur ce qu'on appelle les GAFA, plus Netflix, les plateformes, je pense qu'il y a, deux plans de rationalité différents en termes de politique publique et je pense que nos ministres et notre exécutif actuel en sont tout à fait conscients. C'est que il y a l'économie de plateforme d'un côté et il y a les régies publicitaires de l'autre. Autrement dit, le rapport de nos gouvernements ou de nos institutions communautaires également, notamment d'un point de vue fiscal, vis-à-vis de cet ensemble un peu général qu'on appelle les géants de la tech, sont sensiblement différents entre d'un côté Netflix et de l'autre YouTube. Ce ne sont pas les mêmes réalités économiques, ce ne sont pas du tout les mêmes modèles d'affaires. Et du coup, les questions d'adaptation, c'est toute la difficulté justement pour des institutions comme le CNC et aussi pour l'exécutif derrière, d'imaginer des dispositifs fiscaux qui soient adaptés à ce qui n'est ni une chaîne télé, ni une régie publicitaire, a fortiori non plus. C'est le même problème pour les sociétés de gestion de droit qui négocient la préservation ou l'augmentation de la part qui revient aux créateurs auprès de YouTube. C'est des logiques assez différentes. Le meilleur ennemi, si j'ose dire, des régies publicitaires, à savoir Facebook et Google, donc YouTube, c'est justement les plateformes. C'est pas du tout la même économie. Dans l'économie de plateforme, il y a quand même justement l'idée d'un modèle économique stabilisé sur une contribution payante. Rappelons quand même pour la musique enregistrée, par exemple, qu'il y a 5 ou 6 ans, l'idée que le streaming devienne le modèle économique dominant de diffusion de la musique enregistrée était absolument pas acquise. On était encore en train de se poser des questions sur l'achat à l'acte, à l'unité, le téléchargement. Et finalement, au moins, ça a eu le mérite de donner une base stable à un secteur qui a été, pour le coup, sinistré pendant 10 ans dans les années 2000, puisqu'ils se sont pris la transition digitale en premier, justement. Ça n'est pas encore arrivé totalement du côté audiovisuel du cinéma, mais justement, des acteurs de plateforme proposent complètement autre chose que ce qui se passe avec YouTube, qui est en même temps un formidable réservoir de contenu. Donc voilà, c'était juste pour compliquer un peu le débat sur nos redoutables adversaires et néanmoins amis que sont ce qu'on appelle les plateformes. Très bien, donc on a encore 5 minutes pour faire une petite conclusion. Est-ce que vous voulez faire une petite conclusion chacun d'une petite minute? Joachim, est-ce que vous voulez… Je vais me lancer. Peut-être, bon voilà, ce que je voulais dire, c'est que bon voilà, je trouve que je pense que ça s'est perçu un peu dans ce débat. Je trouve que bon c'est une crise qui est vraiment, enfin ce qu'on traverse, c'est une crise qui est vraiment sans précédent pour le secteur de la culture. Moi, quand je suis arrivée au Louvre il y a 4 ans, si on m'avait dit qu'un jour, voilà, juste pour vous donner une idée, le budget du Louvre c'est 200 millions d'euros, on a 90 millions d'euros de billetterie par an. Cette année, on va sans doute perdre 70 millions d'euros de billetterie. Donc, si on m'avait dit ça quand j'ai pris mes fonctions, je n'y aurais pas cru. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une crise qui est vraiment sans précédent pour le secteur de la culture. Bon, après, je pense que le secteur de la culture a connu d'autres crises. Moi, pour avoir vécu celle des attentats, ça a été un coup très, très dur aussi pour le secteur. Et je pense qu'à chaque fois, le secteur s'est adapté, a su s'en relever. Et voilà, moi, je suis assez confiante sur le fait que on arrive à traverser cette crise. Alors, il faudra sans doute aussi de l'aide de l'État, des pouvoirs publics, de l'Union européenne dans un premier temps, mais je suis sûre qu'on y arrivera. Et je pense aussi que ce confinement qu'on a vécu, qui est une expérience d'un modèle de la culture qui est quand même assez inédite. Si il y a 3 mois, on m'avait dit qu'on serait confiné pendant 2 mois, je n'y aurais pas cru. Et malgré ce qu'on avait vu en Chine. Et je pense que on peut aussi tirer parti de cette période et voilà, il y a des choses nouvelles qui ont été expérimentées, ça peut nous donner des idées, générer de la créativité. Donc voilà, je pense qu'il faut rester positif pour la suite.
tout à fait positif. Joachim, qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Il est clair que le monde culturel de demain ne sera plus le monde ancien, quoi qu'il en soit, même si on retourne au même fonctionnement qu'avant, on va avoir changé, on va avoir établi d'autres formes d'expression, des mélanges, comme je dis, entre le numérique, le digital et le présentiel. Mais il y a une autre question qui reste cruciale, qui est banale, cruciale. Combien de temps ça va durer? Parce que c'est ça Oui. la question cruciale maintenant je vois par exemple l'Allemagne est beaucoup plus avancée en ce qui concerne le déconfinement et il y a des bagarres quasiment quotidiennement entre les ministres-présidents des Länder respectifs qui poussent la chancelière surtout, mais qui poussent à déconfiner plus, à rouvrir les musées, rouvrir les Biergarten, ouvrir ceci et cela. Et c'est un jeu risqué en ce moment et il n'est pas exclu qu'on aura, si vous le savez bien, la deuxième vague de la pandémie, soit maintenant, soit à l'automne. Donc, ça sera une question cruciale pour le secteur culturel. On peut tenir quelques mois, mais beaucoup de structures ne peuvent pas tenir jusqu'au, disons, le mois de janvier de l'année prochaine, où on aura peut-être un Oui. vaccin. C'est ça une question à laquelle on ne peut pas répondre. Donc, je dirais pour le moment, on n'a pas de raison d'être trop pessimiste, mais à condition que ça se termine pas trop tard. Oui, tout à fait. Encore une minute, David, vous voulez conclure? Oui, deux points. Sur l'économie de la culture, par exemple, je pense que c'est un peu avocat du diable en quelque sorte, mais la crise de la pandémie aura mieux fait que n'importe quel rapport sur le poids économique de la culture pour prouver justement l'impact économique effectif, direct et aussi indirect, pas seulement les problèmes qui se posent pour les professionnels de la culture, mais aussi tous les secteurs connexes. Et ça, c'est du coup, il y a quelque chose comme une sensibilisation générale sur le sujet, c'est une belle occasion là-dessus. L'autre point, c'est, je dirais, le retour d'une question de qualité. Ça revient régulièrement dans les multiples déclarations de responsables d'institutions culturelles. Du côté français, je pense au patron de l'IRCAM, je pense au patron du théâtre à Wajdi Mawad à la Colline, où je pose des questions tout à coup où finalement, c'est peut-être pas si mal d'avoir des petits publics. Oui. L'important, c'est la qualité de l'expérience esthétique du public. Ça pose évidemment de grosses questions pour les responsables budgétaires. Ils disent, écoutez, c'est bien, mais le modèle économique, c'est quand même la billetterie. Donc, Oui. Et malheureusement, l'imagination est intéressante, mais ne soyons pas trop innovants, diront justement ceux qui sont en charge de la préservation des chaînes de production de valeur, si je veux dire. Mais ça, c'est intéressant. Il se passe quelque chose d'intéressant sur la notion de qualité et d'intensité de l'expérience esthétique. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur quelles seraient les priorités en termes de politique industrielle sur les questions d'innovation appliquées à la culture et aux industries culturelles. Ce n'est pas tellement une logique de gadget, avoir une représentation 3D d'un monument ou une visite virtuelle d'un musée. Ce n'est pas seulement aussi une optimisation des algorithmes de recommandation, c'est de manière plus large. Après une crise comme ça, voir l'importance de la qualité d'une offre culturelle. Ça rejoint ce que disait Joachim sur la défense du vieux principe, je dis vieux parce qu'il est déjà assez ancien maintenant, de diversité de l'offre culturelle. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de questions qui se posent et malheureusement, il faut qu'on s'arrête à ce point-là. Sinon, on aura donc un Zoom deuxième édition jusqu'à 11h du soir. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour ce soir, pour notre réunion si intéressante. J'ai déjà reçu beaucoup de commentaires des spectateurs et spectatrices qui sont vraiment fascinés par cette thématique qui est beaucoup plus importante de ce qu'on pense très souvent hein, en tant que public qui consomme Netflix ou des e-books et qui se pose aussi beaucoup de questions par rapport au futur. Donc, malgré les problèmes techniques, c'était un gros succès. Donc, mercredi prochain à 19h, on a le prochain webinaire sur les vulnérables en Europe et les exclus. Donc, je vous dis à très bientôt.